Bonjour, aujourd'hui je vais faire une analyse de l'assassinat de Charlie Kirk, ce militant américain dont tout le monde parle, qui a beaucoup bouleversé les États-Unis. Je vais essayer de dire en quelques mots qu'est-ce qui fait qu'on en parle beaucoup. Alors, c'est sûr, c'est inhabituel, puisque jusque-là, je postais plutôt des vidéos de lecture, voilà, et de commentaires sur des lectures. Là, c'est plutôt un commentaire d'actualité, mais j'ai un peu creusé, je proposé un texte sur le sujet pour essayer de comprendre, voilà, ce sentiment d'être face à un événement marquant qui est fort aux États-Unis. Euh, D'abord, ce qui évidemment saute aux yeux dans l'événement, c'est la dramaturgie qu'il y a, puisqu'évidemment, c'est un jeune de 31 ans, un peu une star, on va dire, en tant qu'influenceur politique du pays, qui se fait tuer sur un campus d'université pendant un débat public. Donc c'est une mort très publique. D'ailleurs, les vidéos du tir fatal étaient partout sur les réseaux sociaux. Et en plus, c'est une balle qui s'est logée dans sa gorge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça ressemble à un coup de couteau. Et ces derniers tweets étaient d'ailleurs pour la jeune réfugiée ukrainienne qui s'était fait attaquer sans raison au couteau à la gorge, exactement au même endroit dans le métro, par un multirécidiviste. Donc ça servait effectivement, ça cadrait avec son militantisme, enfin son cadre idéologique convictionnel qu'il défendait. Et effectivement, c'est symbolique, la gorge, que ce soit logé là, mais aussi ça faisait que donc il saignait beaucoup. Ça rapproche un peu de la blessure au couteau, donc c'est une blessure symboliquement quand on fait, comme moi j'ai beaucoup fait des procès antiterroristes en France où l'égorgement a une dimension symbolique, on sait que c'est voilà, c'est un endroit effectivement qui rapproche d'autres blessures. Et au-delà de ce côté peut-être un peu macabre de la description de la balle qui a suffi à le tuer, en fait, ce qui est marquant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, en fait, ça l'a pas tué sur le coup. C'est-à-dire qu'en tout cas, l'annonce a été faite environ 2 heures, presque 3 heures, oui, 2h20 par Donald Trump après l'attaque. Ce qui veut dire qu'il y a eu un temps où les gens ont reçu l'information, ont été sidérés, ont prié, avant d'apprendre que Charlie Kirk était décédé. Et ça, en termes d'impact moral, je pense que ça a un effet particulièrement traumatique, fort. En tout cas, ça crée une émotion très paradoxale. Je pense à un autre cas connu qui est celui du colonel Beltram, Arnaud Beltram, qui avait échangé sa place contre une otage. En fait, pareil, malgré la blessure d'égorgement, il n'était pas mort tout de suite. Il était officiellement mort le lendemain, après s'être battu 3 fois. Enfin, son cœur s'est arrêté 3 fois et est reparti. Mais en fait, il y a eu un temps d'incertitude où on savait de quoi il souffrait. En tout cas, on savait pour quel geste il était dans cette situation critique. Mais on avait encore espoir qu'il ne soit pas mort. Et finalement, la mauvaise nouvelle est arrivée et ça a vraiment beaucoup choqué les gens. Et je pense que même en étant un court intervalle de temps, ce moment où on ne sait pas trop, on voit quelque chose de grave, mais on ne se rend pas compte de la gravité, ça participe paradoxalement à un effet de sidération. À titre personnel, je crois aussi me souvenir que, par exemple, pour le Charlie Hebdo, je me souviens encore l'annonce dans Google News d'une fusillade à Charlie Hebdo. Je crois qu'en fait, on n'a pas les éléments tout de suite, et ça, c'est très particulier. Enfin, on a un élément choc, il y a une fusillade, mais on sait pas, ensuite on découvre les morts. Bon, il y a ça aussi dans les meurtres de masse, voilà. Ce décompte, mais là, je parle pas pour des tueries type Bataclan, mais quand on ne sait pas encore ce qui se passe et on voit un peu l'horreur au fur et à mesure, ou alors quand on ne sait pas si la vie est sauve ou pas. Donc ça, je pense que ça donne une symbolique à cette mort d'une personne déjà très connue, très publique, et en plus dans des conditions très publiques, très soudaines. Voilà, ça lui donne un potentiel on va dire, de bombe émotionnelle très fort.
premièrement. Alors, deuxièmement, cet événement, effectivement, a fait ressortir, bien sûr, la personnalité de Charlie Kirk, puisqu'évidemment, tout ce qu'il a fait est revenu à travers les témoignages d'hommage qui lui ont été faits. Et c'est la deuxième chose qui m'a beaucoup frappée, c'est l'ultra-présence de cette personne. Je m'explique. Il a 31 ans, on sait que c'est un Trumpien de la première heure, en tout cas, on dit qu'il a fait basculer l'élection de la jeunesse en faveur de Trump. Mais est-ce qu'on réalise, voilà, combien de déplacements il fait, d'interviews, de personnes qu'il connaît? Moi, je ne réalisais pas. Et en fait, en voyant des gens de tous côtés voilà, mentionner ce qu'ils avaient fait avec lui, ou ses voyages, dernièrement en Corée et au Japon, puis avec une dimension politique. En Corée, je crois que c'était plutôt des églises, mais au Japon, il est allé voir le Senseito, hein, le nouveau parti nationaliste, qui a un peu le vent en poupe actuellement, sans compter Israël, enfin, c'était très surprenant. Et puis de voir des hommages aussi du Premier ministre australien, Netanyahou, enfin, plus ou moins intéressés, ou Milei, l'Argentin, c'était très impressionnant. Et en fait, il avait rencontré ces personnes. Donc, CQFD, en fait, mais d'où il peut faire tout ça, quoi. C'est une question de temps, enfin, voilà. Et là, j'ai réalisé que ça devait être quelqu'un de très organisé et probablement, en fait, très intelligent. Enfin, il faut un talent spécifique pour faire autant de choses. Est-ce qu'il était pré-burnout et est-ce qu'il aurait fini en burnout? Je n'en sais rien. Mais visiblement, il est arrivé à faire tout ça, donc il y a une forme de génie, quoi. Quand je dis génie, il n'y a pas du jugement de valeur, mais disons, encore une fois, une capacité organisationnelle et une volonté de fédérer, de faire cet activisme hors du commun. Et donc, en fait, ça me fait un peu repenser à l'image que j'ai de cet homme. C'est pas qu'un simple activiste, c'est que visiblement, pour avoir ce niveau de visibilité, alors certes, il faut être un bon rhéteur, mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a des capacités organisationnelles et de mobilisation hors du commun. Et ce qui fait que, effectivement, du point de vue rationnel, le tuer est quelque chose qui paraît avantageux pour ceux qui le font. On pense que ça va enlever une personne importante de la circulation. Et hélas, ultra rationnellement, on peut se dire que ça tient la route. Alors, je dis ça juste pour expliquer qu'effectivement, le choix de la figure à toucher est pas complètement irrationnel et pas au hasard. Évidemment, l'aspect moral est complètement hors de cette considération, mais on peut comprendre presque. Alors maintenant, on sait qui est le tueur, mais je l'aurais fait surtout avant même de le savoir, mais on peut comprendre même le choix qui a été effectué, même s'il y a aussi de l'opportunité derrière. Alors ensuite, je voulais parler d'un second point qui me semble être important, parce que du point de vue français, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est cette alliance étonnante entre la religion et la politique. Ou plus exactement, c'est un commentaire politique certes, mais il faisait aussi beaucoup de commentaires religieux. Et les deux, sans être confondus, sans l'un étant subordonné à l'autre, non, mais les deux, en fait, étaient quand même interpénétrés, puisque c'est la même personne qui les faisait, et puis dans le même débat, et c'est encore le cas dans l'Utah, où il est décédé ensuite, mais il parlait d'apologétique, donc pourquoi le Christ est fiable, on va dire, pour simplifier, pourquoi il faut croire en les vérités chrétiennes, et puis il va se situer sur la politique, je sais pas d'ailleurs de quoi il parlait, mais sûrement les trans, c'est un grand sujet, l'immigration, peut-être le racisme anti-blanc, puisque c'était un peu son dernier sujet sur Twitter, je n'en sais rien, mais en fait ça ne le dérange pas de mixer les deux et de parler de sa foi lui-même. Alors en quoi c'est surprenant en France, c'est que en fait je ne vois pas d'équivalent français de personnes qui feraient les deux choses. Plus exactement, on a l'impression que les deux choses pourraient entrer en conflit, s'atténuer. Par exemple, quelqu'un qui serait très croyant voudrait mettre un peu sous veilleuse l'aspect politique clivant, en tout cas
pas clivant sur des choses, des questions religieuses, donc on n'oserait pas exprimer des opinions politiques pour justement mettre un focus plus grand sur les affirmations religieuses, la défense de la foi. Et inversement, beaucoup de gens qui sont impliqués dans le niveau, enfin voilà, les idées défendues par Charlie Kirk, on va dire, plus, enfin, de tout le spectre du conservatisme jusqu'à l'extrême droite. Bon, c'est surtout ce qu'on appelle en France parfois la droite nationale, c'est pas des gens qui ont forcément la foi, en fait. Qui sont forcément religieux et donc ils vont se concentrer en plus sur des thématiques politiques, donc finalement c'est pas forcément intéressant pour eux de parler de foi, enfin ça pourrait sembler un peu comme un cheveu sur la soupe. Là on n'est pas du tout dans cette situation. Du coup, je passe aisément pour dire, est-ce qu'on peut avoir cette tentation de le qualifier comme quelqu'un d'extrême droite et donc comme un martyr d'extrême droite? En fait, la question, est-ce que ce positionnement constitue ce qu'on appellerait chez nous de l'extrême droite? Alors, en un sens, oui, c'est des positions, du coup, mainstream républicain chez eux, puisque c'est la position du président et du vice-président des États-Unis qui ont gagné leur primaire. Donc effectivement, ça semble plus mainstream chez eux, mais nous, notre échiquier politique fait que les positionnements, nonobstant les questions purement américaines, je sais pas, je pense aux droits des armes, mais nonobstant ça, même les positionnements sur l'immigration, sur les questions raciales, etc., vont être vus comme hors du champ de l'acceptable, ou alors au RN. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'au Parlement européen, les seuls qui ont demandé une minute de séance pour Charlie Kirk, c'est la partie extrême droite. En tout cas, en France, c'est le cas, c'est les seuls qui ont réagi sur les réseaux sociaux, voilà, pour être exact. Donc, il y a de ça. Encore une fois, sur le côté chrétien, bon, nous, en fait, comme je dis, le côté chrétien, nous pourrait, en fait, donner l'impression qu'il ne faut pas être méchant, donc pas avoir des positions trop dures. En fait, c'est peut-être oublier le fait que, justement, les critiques réactionnaires, etc., c'était donné à des gens qui étaient trop attachés à des traditions religieuses, enfin historiquement c'était ça, à la monarchie, à l'église catholique, en tout cas en France. Donc en fait, pourquoi pas, dans un cadre français, traduire par extrême droite, même si il faut se rendre compte à quel point c'est mainstream aux États-Unis. Donc ça correspond plus à disons, notre échiquier politique sur la question des idées, mais en tout cas la personne de Charlie Kirk n'est pas du tout dissidente, en fait, elle est plutôt au centre du jeu, même si actuellement en tout cas. Bon, alors certes, il y a le côté américain très proactif, etc., qui fait ça, mais disons que quelqu'un qui serait vraiment dissident, enfin, en fait, il les fréquente, il a des... mais lui est beaucoup plus institutionnalisé, et sinon il n'y aurait pas ces rencontres de haut niveau que je décrivais tout à l'heure. Alors pourquoi je mets ça en détail avant de parler de ce que je vais dire, c'est que je pense que en fait, paradoxalement, en utilisant la désignation un peu excluante d'extrême droite dans son cas, ça a une connotation négative, hein, spontanément ce mot, en fait, on risque de rendre une dialectique qui rend en fait service à cette étiquette, et je m'explique en quoi. En fait, pourquoi pas qualifier cette personne, voilà, et donc ce meurtre d'assassinat d'une personnalité d'extrême droite, donc fait un peu martyr de la cause. En tout cas, quelque chose qui, du fait de la connotation très particulière du mot extrême droite, qui renvoie quand même au nazisme, l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme, en France, c'est quoi? C'est le nationalisme, c'est Maurras, enfin, voilà, ça a une connotation négative qui justement agit comme un déterrant à tout ce qui pourrait être de l'ordre de la reconnaissance, de la compassion, ou plus exactement de se méfier et puis un peu de donner un caractère sulfureux par la négativité du terme. Le problème, c'est que en fait, ce côté un peu négatif que ça implique, si on le donne à quelqu'un comme Charlie Kirk, on risque premièrement
voilà, d'accentuer le contraste avec le fait qu'il pouvait être voilà, un militant, et là c'est vrai, très extrême sur toutes les positions, c'est des positions extrêmes, mais qui était très respectueux dans le sens où il n'était pas violent, puisqu'il allait lui-même dans des campus pour débattre de ces questions. Et en gros, étant donné qu'il avait des capacités, des talents rhétoriques indiscutables, très leader, on va dire très alpha, très sûr de lui, très masculin en ce sens-là, bah pour lui c'était simple peut-être de gagner ses débats. Toujours est-il, et donc ça pouvait être très frustrant, toujours est-il que c'est aller à la rencontre de ceux qui ne vont pas comme vous. Et donc ça matche mal avec un peu l'idée que t'es quelqu'un d'extrémiste et donc de violent, d'intolérant. Bon, là en l'occurrence, c'est pas l'utilisation de la violence, bien au contraire, c'est vraiment ceux qui l'ont tué qui l'ont utilisé, mais là, cette violence apparaît en contraste avec son attitude à lui qui est de discuter et d'user de sa liberté d'expression. Le deuxième problème, c'est que aussi, c'est quelqu'un qui vit avec ses valeurs. Je m'explique. On peut défendre des valeurs et ne pas les incarner soi-même. Ça paraît logique dit comme ça, mais en soi, on pourrait imaginer qu'il est obligatoire d'avoir une cohérence pour soutenir ses idées, mais en réalité, on sait bien, et ça ne nous choque pas, qu'on peut défendre une vision du monde sans soi-même la vivre. Et pourquoi? Peut-être parce que ceux qui défendent avec le plus d'adresse leurs idées, en tout cas les idées que partagent d'autres personnes avec eux, mais ces personnes qui les défendent le mieux sont pas forcément les personnes qui elles-mêmes bah voilà, incarnent le mieux l'idéal défendu. En soi, c'est deux choses que de défendre rationnellement des positions et que de vivre ce qu'elles impliquent. En l'occurrence, pour Charlie Kirk, c'était pas ça. C'est-à-dire que effectivement, il y avait une vision très conservatrice, réactionnaire de la famille, de la société, mais lui-même était marié, 2 enfants. Bon, il a attendu le mariage pour voilà avoir une vie commune avec son épouse. Donc c'est on ne peut plus traditionnel dans le schéma. Et c'est pas, voilà, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de leaders populistes en Europe qui ont divorcé, voilà. Ça pose pas question, en fait, ça pose pas un problème, mais du coup, par contraste, ça montre aussi que dans le cas de Charlie Kirk, on n'est pas seulement sur le domaine des idées, mais aussi sur le domaine de ce qu'il personnifie, voilà, par ses simples choix de vie. Et ça va aussi avec le fait que il y a cette dimension chrétienne qu'il vit aussi. Donc il est croyant, comme je vous disais, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit commun bah, en Europe. Donc du coup, c'est pas simplement d'ailleurs les valeurs chrétiennes, mais c'est la foi chrétienne, puisque lui prétend que c'est quelque chose d'important pour lui. Et en plus, il y a cette dimension qui en fait se surajoute, c'est qu'elle donne en tout cas, à la fin de sa vie, probablement davantage dans les dernières années, une dimension transcendante à beaucoup de ses engagements. Je m'explique. Il va parler dans les dernières années de sa vie, je pense, pas mal de son... Voilà, est-ce qu'il a peur pour sa sécurité, son héritage, pourquoi il fait le combat qu'il fait, etc. Bon. Il y a une manière très séculière, en fait, de répondre à ces questions et quand même mettre du sens, mettre enfin voilà, de l'absolu dans les réponses qu'on va apporter à de quoi vous avez envie qu'on se souvienne de vous après votre mort. Bon, bien sûr. Mais le fait que lui-même ait une foi donc la foi chrétienne qui lui fait croire qu'il y a quelque chose après la mort et qu'il y a un salut qui peut être apporté en l'occurrence par le Christ, par Jésus, eh bien ça donne une motivation, une force supplémentaire. Et en fait, c'est là que je réitère mon avertissement en fait dans ce paradoxe que en fait en l'attaquant justement comme étant raciste, homophobe, enfin des mots qui connotent quand même une personne humaine horrible, et mettant ça en contraste, enfin avec déjà un comportement qui serait
noble, alors noble ou pas, en tout cas qui est vu comme droit avec ses idées et qui en plus lui permet de voilà, d'apporter des réponses spirituelles aux grandes questions, bah voilà, que tout un chacun peut se poser, c'est un peu accentuer un étonnant paradoxe, un étonnant contraste. Et en fait, effectivement, quelqu'un qui va pouvoir, face à des accusations assez dures, enfin voilà, assez, je veux dire effectivement, qui assez impactantes, hein, de mots moraux, hein, à travers le racisme, l'homophobie, enfin de haine de l'autre, hein, de haine. Mais si il est capable de lui-même exprimer des valeurs plus élevées, en l'occurrence, bah voilà, le fait qu'il suit son Dieu, sa religion, et donc il agit en conformité à ça. Bah, on voit que quelque chose qui est fondé en plus sur bah, la religion, et bah, c'est enfin des références bimillénaires, c'est plus solide. En fait, ils vont s'en ficher des critiques voilà, de mauvaise conformité idéologique. Donc, si c'est un martyr d'extrême droite, ça veut dire que finalement les idées de l'extrême droite sont incarnées par des gens qui ont des gens sains d'un point de vue de leur religion. Donc effectivement, ça peut galvaniser des gens. Et ça peut enlever un stigmate sur, bah voilà, sur un positionnement politique qui normalement est vu comme, comment dire, antisocial, enfin, qui est venu comme non consensuel et problématique. Et donc qui est stigmatisant en temps normal. Donc là, on a une sorte de renversement du stigmate si on persiste à dire que les positionnements religieux et politiques de Charlie Kirk sont d'extrême droite. Voilà, donc ça c'est un peu le risque. J'ai fini mon analyse pour dire voilà ce que je vois un peu comme caractéristique particulière de cet assassinat politique. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à en dire. Ce qui est sûr, c'est que l'émoi est considérable et ça a un effet, euh, bah voilà, ça crée un émoi, une onde de choc incroyable. Effectivement, les gens ont vraiment l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Et je pense qu'ils ne le connaissaient pas personnellement, mais c'est comme si, hein, on est comme sur une star de première ligue. Je pense à Diogo Jota qui est décédé. Et là, pareil, on a eu des émotions similaires avec, pareil, la veuve, les enfants, enfin, quelque chose de très... qui prend aux tripes, hein, comme du fait avec le caractère brutal, la jeunesse des concernés, c'est normal. Donc ça c'est ce que j'ai vu il y a quelques mois, au moment de la mort de ce footballeur portugais à travers un accident de voiture horrible. Il y a ça. Mais il y a aussi le côté, j'ai rarement vu, comment dire, on va dire la droite, pour simplifier, bon, le camp républicain, les conservateurs, réussir à créer une icône qui ne soit vue par icône que comme eux, et, et, et dépréciée dans l'autre camp, mais qui, malgré cette dépréciation, enfin voilà, ça peut emmener des arguments qui portent, mais là en l'occurrence, ils sont capables, parce que ça fait appel à des références de foi, de religion, voilà, de transcendance qu'eux-mêmes partagent, ça n'a aucun impact. En fait, ils sont même très fiers de cette figure. Ils l'affublent de qualificatifs, martyr, modèle, etc., et qui sont très forts et qui montrent effectivement l'admiration et la fierté qu'ils suscitent. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, moi, j'ai pas vraiment d'autres exemples avec en plus ce clivage entre deux camps, hein, sur la nature, enfin sur la connotation positive ou négative, sur l'appréciation pardon positive ou négative d'une personne aussi fort. Pas pour un acte, hein, mais de personnalité publique, j'entends. Depuis un autre exemple, Tim Tebow, le champion de foot américain universitaire, qui a énormément fait parler de lui fin des années, enfin tout début des années 2010 et un peu avant, et qui effectivement était, on va dire, le gendre idéal, le chrétien parfait, mais ça saoulait aussi les autres qui le voyaient un peu trop blanc, un peu trop parfait, un peu trop aimé par les républicains, donc ça faisait une scission un peu forte dans les opinions, enfin dans la perception
de cette personne entre d'un côté républicain, enfin progressiste et conservateur et religieux, alors même que c'était une personnalité finalement, voilà, qui elle-même ne cherchait pas à être dans la controverse, mais elle en était devenue controversée. Et je pense que c'est une bataille culturelle gagnée côté républicain, parce qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose à reprocher et donc à haïr chez cette personne qui faisait surtout du bien, puisque non seulement c'était un sportif, mais il y avait beaucoup d'actions caricatives et une grande maturité pour l'âge. Voilà. Effectivement, il y a eu toute une histoire après, puisqu'il a... il a aussi incarné dans le cadre du mariage un idéal chrétien qui est on attend, donc il a attendu rencontrer sa femme après ses 30 ans, qui était une ex-Miss Univers, donc il y a un côté un peu ironique dans tout ça, mais parce que bon, finalement c'est voilà, le côté sexy que ça rajoute, alors même que la virginité n'est pas forcément associée à quelque chose de positif, mais voilà, ayant vécu ensuite cet idéal chrétien, l'ayant personnifié jusqu'au bout, bah, voilà, il y avait vraiment une confirmation de l'intuition, enfin, du côté républicain, que c'était des modèles. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose à haïr en eux, en réalité. Donc cette haine des progressistes était mal ciblée. Voilà, donc en ce sens, pour Charlie Kirk, je vois un parallèle avec ce cas d'il y a 15 ans. Voilà, même si lui étant impliqué dans la politique, là pour le coup, lui-même a des propos voilà, qu'il assume, qui sont clivants. C'est différent. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. C'est un peu tard, je suis un peu fatiguée, mais je pense que j'ai donné des éléments intéressants, qu'une lecture voilà, des réseaux sociaux en anglais et de la presse m'ont donné, sachant que je tombais parfois sur des vidéos hein, de Charlie Kirk, c'était pas un inconnu, donc je pense que pour beaucoup de monde, c'est pas du tout un inconnu. C'est marrant, je parlais avec un ami donc, qui me racontait chez Militaire, ça avait fait en France, hein, ça avait eu beaucoup d'impact, visiblement des gens le suivaient, pareil dans certaines administrations publiques comme celle de mon frère, donc il était suivi. Moi je tombais, je pense, sur lui par rapport à des vidéos d'apologétique un peu musclées, donc plutôt le deuxième pan, mais comme je vous dis, les deux étaient quand même connectés, puisqu'il y a toute une question aussi sur qu'est-ce que l'Occident, enfin la défense de l'Occident, mais l'Occident chrétien, enfin parce que c'est son héritage spirituel, patati patata. Toujours est-il que c'était quelqu'un voilà, que je suivais, mais je soupçonnais pas tout ce que je vous ai raconté. C'est venu après, mais je crois que je suis pas la seule, puisqu'apparemment son compte a pris 2 millions d'abonnés depuis son décès, depuis l'attentat dont elle a été l'objet. Voilà. Ah, et puis pour finir, ah oui, comment finir, c'est pas simple. Je voulais juste revenir, c'est vrai que la mort en martyr politique, certains disent martyr de la vérité, mais c'est vrai qu'il est mort parce qu'il a quand même eu le courage de prendre ses risques, d'affronter, alors que voilà, ça a suscité une irritation qui sentait, sur laquelle parfois il jouait. C'est vrai que ça lui faisait tout ça, dire des choses qui prennent une résonance, et il pouvait se douter que ça aurait une résonance. Il y avait peut-être une intelligence de comprendre que ça pouvait arriver, et donc il y avait effectivement des déclarations, même quand il dit 1 heure avant. Moi je suis très marquée par le verset issu de la lettre aux Romains qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même quand il se passe des choses graves, je pense à ça. C'est vrai que ouais, c'est 1 heure avant de mourir, quoi. Enfin, donc ouais, il y a une transcendance spéciale. Voilà. Bon. Après, il faut voir aussi si c'est durable, en tout cas, même avec son assassin, parce que maintenant on commence à avoir des détails sur lui, qui était apparemment en rupture avec les idées de sa famille, très républicaine. Ça va amener quand même une dramaturgie supplémentaire, sachant qu'il y a la peine de mort dans l'état de l'Utah. En tout cas, voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, c'était une petite analyse préliminaire.